Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a offert hier soir un dîner à l'honneur de l'hôte ayant pris part à la conférence parlementaire régionale sur la gouvernance, la promotion de la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre des instruments juridiques de l'Union africaine. Les travaux se sont déroulés du 25 au 27 septembre en cours. Bien d'autres personnalités ont pris part à ce dîner. Moment d'échange et de communion. À cette occasion, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a rendu un vibrant hommage aux participants à ces assises pour la qualité des travaux. Le nouvel ambassadeur du Japon au Tchad, Nozomu Takaoka, avec résidence à Yaoundé au Cameroun, a présenté cet après-midi les copies figurées de ses lettres de créance au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Lankesi Taskreo. Présentation cet après-midi des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Japon, Nozomu Takaoka, au chef de la diplomatie tchadienne, Mahamat Saleh Anadif. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Occasion pour le nouvel ambassadeur d'exprimer sa gratitude au ministre d'État tchadien en charge des Affaires étrangères pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu. Nozomu Takaoka exprime également son engagement à renforcer les liens entre le Tchad et le Japon, deux pays frères et amis depuis belle lurette. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mahamat Saleh Anadif, a également exprimé son soutien à cette mission commune et a souligné l'importance de l'amitié et de la coopération entre N'Djamena et Tokyo. Le ministère de la prospective économique et des partenariats internationaux et la Banque mondiale ont organisé ce jeudi 28 septembre à N'Djamena une rencontre bilan sur l'évolution des projets en cours d'exécution au Tchad. Cette rencontre présidée par le ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, du représentant de la Banque mondiale, des experts ainsi que des coordonnateurs des projets. Adoum Mangana Adoum. Le gouvernement de la République du Tchad et la Banque mondiale réactivent les débats sur la gestion des projets. Il s'agit de faire le point sur l'exécution des projets et les difficultés de leur mise en œuvre. Les échanges autour des projets ont permis aux participants de proposer des solutions. Les débats sont aussi sur les projets Albia liés à l'environnement, l'énergie avec un accent particulier sur la Société nationale d'électricité et le projet sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le manuel de procédure suggéré par les experts a fait l'objet d'une discussion soutenue. Le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Rachid Pertev, est intervenu pour déplorer les injections dans la gestion des projets. Après 3 heures d'échange, la secrétaire d'État à la prospective économique et aux partenariats internationaux, Madeleine Alingué, a fait la synthèse de travaux. Dans l'ensemble, aujourd'hui, les ministres se sont retrouvés. Les gros projets au niveau de ministères sectoriels tels que la santé, l'éducation, l'énergie, la formation professionnelle, finances, etc. ont été révisés par leurs différents ministres sectoriels. Et nous sommes, après de très bonnes discussions très franches et très directes, nous sommes arrivés à des conclusions afin que ces projets puissent s'améliorer. De l'avis des participants, il faut une réflexion globale avec la Banque mondiale pour bien assurer la mise en œuvre des projets. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Ali Kichoua Mahamat, a présidé ce matin au ministère des Affaires étrangères l'atelier de présentation du projet de la nouvelle constitution aux leaders religieux et autorités traditionnelles. Objectif, permettre à ces derniers de s'approprier le contenu de ce document de portée nationale. Varela Donstan.
Le projet de la nouvelle constitution, objet de cet atelier de présentation aux leaders religieux et aux autorités traditionnelles, a été adopté à 97% par les conseils nationaux de transition. Il comprend 57 pages et est réparti en 293 articles et 23 titres. Il prévoit les valeurs fondamentales au profit des autorités religieuses et traditionnelles. Avant de le soumettre au vote référendaire le 17 décembre prochain, le gouvernement vulgarise son contenu aux différentes sensibilités dont les leaders religieux et les autorités traditionnelles. Bien avant ce référendum, le gouvernement tient à échanger avec vous sur le projet de constitution afin que vous soyez édifiés à votre tour ainsi que vos bases respectives, tout en vous livrant la bonne information sans amalgame ni préjugés. Par cette initiative, le gouvernement ne mène pas une campagne pour le vote référendaire, situe le ministre secrétaire général du gouvernement, Khaliki Choua Mamad. Pour lui, la stratégie est d'outiller cette frange de la population à s'approprier de ce document de portée nationale. Permettez-moi de préciser que le gouvernement ne vous demande pas de battre campagne pour le oui ou pour le non, mais d'aller tout simplement éclairer vos fidèles et vos administrés afin de leur permettre de voter en âme et conscience. Pour édifier largement les leaders religieux et les autorités traditionnelles, le gouvernement a fait appel aux experts en la matière. Ces derniers vont durant ces assises aborder tous les titres et les articles à l'effet de permettre aux participants ici présents d'être outillés sur ce projet de la nouvelle constitution qui annonce le retour à l'ordre constitutionnel. Inauguration ce matin d'un bloc opératoire pédiatrique à l'hôpital de la mère et de l'enfant par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim. Al-Habib Mohamed Nour nous en dit plus. L'inauguration de ce bloc opératoire s'inscrit dans le cadre de renforcement de la santé du couple mère-enfant. Bloc opératoire équipé des appareils modernes. C'est une bouffée d'oxygène pour les chirurgiens. Ils effectueront avec précision les interventions chirurgicales. Occasion pour le directeur de l'hôpital de la mère et de l'enfant d'exprimer sa gratitude à Ismaël Tren et au ministère de la Santé publique. La rénovation aujourd'hui de la salle chirurgicale pédiatrique permettra d'augmenter certainement le nombre de patients pris en charge, mais aussi de les prendre en charge dans des conditions de sécurité optimales avec du matériel adapté à l'enfant. C'est le lieu pour nous de remercier l'ONG Smile Train et son partenaire Kids OR pour la réalisation de ce bloc pédiatrique. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, a salué l'engagement d'Ismaël Tren et le rôle important que cette infrastructure jouera dans la réduction de la mortalité infantile et la protection de la santé des enfants. Je pense qu'avec la compétence nationale qui sont devant nous, il n'y a pas longtemps, ils ont réalisé une opération que tout le monde a saluée, et c'est l'idée de le dire. Et nous continuons toujours à encourager la population à fréquenter les structures de santé. C'est ça le plus important, en respectant toute la chaîne pyramidale sanitaire, du premier échelon, deuxième échelon, jusqu'à l'échelon le plus haut. La directrice du programme Ismaël Tren de l'Afrique centrale et de l'Ouest exprime sa fierté et promet de contribuer à l'amélioration de la santé des enfants. Nous sommes ravis que ce bloc opératoire pédiatrique et la salle de réveil de l'hôpital illuminent l'esprit et l'humeur des enfants comme des adultes. Les équipes du bloc opératoire sont plus autonomes grâce à un équipement de qualité et les enfants ont davantage de chances de vivre une vie saine et épanouie. L'inauguration de ce plateau technique contribuera de manière significative à la réduction de la mortalité infantile. Le maire de la ville de N'Djamena, Bartire Fatimi Zaradouga, accompagné de ses proches collaborateurs, a visité ce matin les berges du Chari. Un déplacement pour s'enquérir de l'évolution des travaux entrepris dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la ville de N'Djamena et ses environs. Les détails avec Thomas Mann Djali. Son agenda de ce 28 septembre s'ouvre sur le torrent. La maire de la ville de N'Djamena, Bartire Fatimi Zaradouga, arbore sa casquette de premier responsable de la ville et fait une descente dans les différentes berges au bord du fleuve Chari. Un premier arrêt sur le canal Saint-Martin pour s'assurer de l'évolution des travaux entrepris dans le cadre de la lutte contre les inondations. Elle et ses proches collaborateurs mettent les bouchées doubles pour zéro inondation dans la ville de N'Djamena cette année. Nous avons
Les déclaper cette année pour innover les travaux, au lieu de mettre des terres argileuses pour rendre plus solides et qui permet de protéger les exutoires. Nous avons aussi mis un comité de veille de nous prévenir des travaux qu'on doit toujours effectuer dans le sens qu'ils ne puissent pas avoir inondation cette année. Sur le canal des jardiniers en construction au quartier Paris-Congo, l'entreprise Ancobat est aussi à pied d'œuvre pour respecter son délai de 18 mois dans cette phase d'aménagement. Déjà à 2 mois des travaux, le tableau affiche un taux de 22 à 29% d'exécution. De quoi satisfaire la chef d'orchestre qui attend grand de ses réalisations. Franchement, je suis très satisfaite et j'encourage l'équipe qui est en train de faire ce travail. Parce que pour moi aussi, il n'est pas question que cette année, la population puisse être inondée. Dieu merci, nous avons pu faire face à la saison pluvieuse. Et une petite visite à la base vie de l'entreprise Ancobat pour boucler cette phase d'inspection. Un endroit où tout se crée pour donner forme aux différents chantiers. Sur place, les ouvriers sont à la tâche. C'est le lieu pour la maire Bachir Fatim Zaradouga de donner de nouvelles directives afin que les objectifs soient atteints. Le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet Gestion communautaire des risques climatiques au Tchad, s'est rendu dans les zones touchées par les inondations, précisément dans le Mayo-Kébi-Est. Objectif, évaluer les besoins des habitants et mettre en place des mesures d'adaptation. Christelle Ngarlumdana. Le Tchad est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique, notamment les inondations sont devenues une réalité récurrente. C'est dans ce contexte que le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en collaboration avec le PNUD, s'est rendu dans les zones touchées, plus précisément dans le canton Koumi, situé à 32 km de Bangor dans le Mayo-Kébi-Est. L'objectif de cette visite est d'évaluer les besoins des habitants et de mettre en place des mesures d'adaptation à travers le projet Gestion communautaire des risques climatiques au Tchad. Quand on parle de l'inondation, après ça, il y a beaucoup de difficultés. Le riz est englouti, le mil était détruit, nos maisons étaient détruites, et puis on dormait comme ça. Nous sommes là en train de labourer, vraiment, on est vraiment dépassé par les inondations. Un peu plus loin dans le canton Katoa, une situation alarmante préoccupe le chef de canton. En raison des inondations dévastatrices, plus de la moitié des habitants ont été contraints de quitter leur terre natale l'année dernière pour se rendre au Cameroun. Cette migration forcée a laissé le canton dépeuplé et a eu un impact dévastateur sur la communauté locale. Chaque année, on souffre des inondations. Le secours, c'est l'État qui vient à notre secours. Notre doléance, c'est quoi? C'est la digue. Sans la digue, là, la population ne peut pas rester. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a 4 000 ou 5 000 de nos administrés qui sont partis déjà au Cameroun. On ne sait pas comment ils vont revenir. Le PNUD et le gouvernement continuent de travailler avec les communautés locales pour renforcer leur résilience aux risques climatiques. Le projet va s'étendre également dans d'autres provinces, à savoir la Tangilé, les deux Logones et le Chariba-Guirmi. Un seul et même groupe Bamina Assas au sein du mouvement patriotique du Salut. C'est la logique qui a amené le secrétaire général du parti à mettre sur pied un comité pour travailler à réunifier les différentes factions de ce groupe des pères fondateurs du MPS. Le comité, après avoir mené ses travaux, a procédé cet après-midi à la restitution ou encore à la présentation de son rapport. Rencontre présidée par le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Dr Haroun Kabadi. Les précisions avec Ali Kachwa Gogo. Cette rencontre officiée par le secrétaire général du MPS, Dr Haroun Kabadi, a pour objectif de restituer le travail fait par le comité chargé de proposer des textes pouvant unifier les différents bureaux de Bamina. Il s'agit à terme de parvenir à une seule structure sous l'appellation de Bamina pour plus d'efficacité et de crédibilité.
ce qui pourra apporter une plus-value au mouvement patriotique du salut. Les textes proposés feront l'objet d'un examen minutieux, des amendements et suggestions avant leur validation. Le secrétaire général du MPS s'est félicité de la maturité politique de ses camarades militants que sont les baministes. Dr Haroun Kabadi a, au cours de cette réunion, fondé l'espoir sur les conclusions du travail confié au comité mis sur pied à cet effet. Le MPS doit surtout demeurer uni pour le triomphe de ses idéaux. Dans le cadre de la visite du président de la République à Mongo, notre reporter Mamadou Omar Moursal a fait le tour de la ville pour constater l'évolution des travaux réalisés par les différentes commissions. Les différentes commissions d'accueil se sont tous mobilisées pour donner un cachet particulier au séjour du président de la République au chef de l'État à Mongo. La commission hébergement s'active pour aménager les villas réservées à leurs hôtes. Safia Massari Awad est la présidente de la dite commission. L'arrivée du président de la République, c'est vraiment un honneur dans notre province et j'espère que ma commission est déjà prête. Voici quelques logements que j'ai eu à visiter. Tout est clos, même les écoles sont bonnes. Les techniciens en charge d'électricité, quant à eux, font les derniers réglages pour alimenter les villas citées le Maréchal en électricité. Les tailleurs sont aussi mobilisés pour confectionner des drapeaux et drapelés. L'axe principal qui mène de l'aéroport jusqu'à la résidence du gouverneur est presque reboisé et badigeonné. Les photos géants du président ne sont pas du reste. Le cadre géant du photo du président, on avait prévu 4. Un à l'aéroport, un deuxième au virage, là où il y a la tribune, un troisième au rond-point et quatrième à côté de la résidence du gouvernariat. Mariam Adef de la commission restauration rassure que tout est fait prêt. Nous avons réuni toutes les conditions possibles qui sont là. Là où nous sommes là, on attend seulement qu'on nous donne OK jour J et puis on va entrer sur la cuisine, accueillir nos étrangers qui viennent. Partout où on est passé, les différentes commissions se disent prêtes pour réserver un accueil chaleureux et de taille à leurs hôtes le samedi prochain. Restons toujours dans le chef-lieu de la province du Guéra, dans la carte postale. Cette ville que vous allez suivre, innocente Virginia Kemba, nous édifie sur la spécificité de la cité et ses potentialités socio-économiques et culturelles. Nous sommes à plus de 400 km de N'Djamena. Ici, c'est le centre du pays. Difficile de ne pas retenir son souffle à la vue de ce paysage. Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, annonce ses couleurs. La reine du Guéra vous souhaite le dit en Djoutou ou la bienvenue toujours aussi majestueuse. Ici, la terre n'a pas de secret. La terre, on la travaille et les fruits inondent le marché. L'élevage, c'est également l'une des principales activités dans cette partie du pays. Ce n'est pas tout. L'école est aussi l'une des priorités dans cette ville qui compte de nombreux établissements scolaires, une université polytechnique d'où sortent des ingénieurs et bien d'autres structures de formation. Située au carrefour, cette ville cosmopolite surprend par sa diversité culturelle, ethnique et religieuse. Un exemple du vivre ensemble. Mais comment est né Mongo? Mongo est né du dérivé mot Mogom, les premiers habitants de la ville qui se trouvaient entre-temps au pied de la montagne. Aujourd'hui, Mongo s'étend sur 9 km² et renferme en tout 23 quartiers où y vivent plus de 80 000 âmes. Le chef-lieu de la province du Guéra dispose d'énormes potentialités, une destination touristique tout simplement. Les conflits agriculteurs-éleveurs à Mangalmi dans le Guéra appartiennent désormais à l'histoire. Le président de transition, qui aspire toujours à la paix et à la stabilité, ne veut plus entendre parler d'hostilité dans cette localité et partant dans tout le pays. Zenab Mahamad Waïdou. Le département de Mangalmi dans le Guéra, qui a été le théâtre d'un conflit éleveur-agriculteur, aspire à une paix définitive.
C'est pourquoi le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a dépêché son conseiller spécial, Mohamed Saleh Abdel-Djelil, pour trouver des pistes de solutions. En présence du gouverneur du Guéra, l'envoyé spécial du président de la transition a exhorté les deux parties à enterrer la hache de guerre et à regarder dans la même direction pour la stabilité de la province. Le conseiller Mohamed Saleh Abdel-Djelil a aussi invité les éleveurs et les agriculteurs à renforcer la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Le chef d'émission rappelle la population des Mango et Mangalmé d'œuvrer ensemble pour la préservation de la paix et du vivre ensemble. Les avis recueillis de deux parties se sont matérialisés par la signature des mémorandums de paix et de vivre ensemble. Promu général de brigade, le commandant de la zone d'opération de Daboua, Adam Rahma Omar, a reçu son grade à Bol. C'est le gouverneur de la province du Lac, Djibril Ratou, qui a officié la cérémonie. Mohamed Mbouloumi. L'élévation au grade supérieur est la concrétisation de la volonté du chef de l'État à améliorer les conditions de vie et du travail de ses frères d'armes. L'officier supérieur Adam Rahma Omar, commandant de la zone d'opération de Daboua, fait partie de ces promis. Ainsi, il a été élevé au grade de général de brigade par le décret 2643 du 21 septembre 2023. Le gouverneur de la province du Lac, le général Djibril Ratou, a exhorté ses frères d'armes d'être toujours vigilants quant à la sécurité de la population. Il a précisé que la bravoure, la ténacité et l'amour de la patrie ont des valeurs dans l'armée. Après l'avoir décoré, le gouverneur lui a adressé les chaleureuses félicitations du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour sa bravoure, loyauté et patriotisme. Très ému, le général de brigade, Adam Rahma Omar, a remercié les plus hautes autorités pour cette élévation. Il a également encouragé ses camarades militaires à faire plus. Venu du Niger pour la circonstance, le commandant de la zone d'opération d'Ngigimi, le colonel Abdoulaye Moussa Garba, et le chef de canton d'Ngigimi, Maï Younoussa Maïmanga, ont félicité les récipiendaires pour cette distinction et expriment leur reconnaissance au chef de l'État tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son sacrifice et sa détermination, surtout la cohabitation pacifique entre les deux peuples frères. Une réunion de mobilisation sociale pour le renforcement des activités d'éradication du ver de Guinée a eu lieu à Laï. La rencontre a été présidée par la gouverneure Eldima Abderrahmane. Eric Guedi. Cette réunion de mobilisation sociale, selon les organisateurs, vise à impliquer les autorités et membres de la communauté afin qu'ils puissent contribuer à l'accélération de l'arrêt de la transmission de la maladie du ver de Guinée. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le représentant du délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la tondulée, Suntam Balamsia Honoré, a salué la tenue de ces assises avant de dire que le mal est là. Et cela demande la contribution de tous. Pour le coordinateur du programme national d'éradication du ver de Guinée, Dr Tindibe Wakou, la stratégie de l'attachement prolongé des chiens et chats a pour but principal d'obtenir un isolement à 100% des infections et contribuer à l'arrêt de la transmission de la maladie du ver de Guinée. Dans son intervention, la gouverneure de la province de la Tondjili, Ildima Abderrahmane, a indiqué que sur le plan national, en 2022, la province de la Tondjili a notifié plus d'infections animales 120 que dans les 10 provinces endémiques. À cet effet, elle invite toutes les couches socio-professionnelles de la Tondjili à s'investir dans la lutte. Malgré ces résultats encourageants, il reste encore des défis à relever, dont le contrôle de la population canique et l'implication des autorités administratives et traditionnelles pour une éradication effective de la maladie de ver de Guinée dans notre province. Il faut rappeler que dans le monde entier, 7 pays continuent à notifier la maladie de ver de Guinée, à savoir le Mali, le Soudan, l'Éthiopie, l'Angola, la RCA et le Tchad. En marge de sa visite dans la province du Guéra, la directrice pays du Fonds international pour le développement agricole par intérim, Emime Ndihokum Bayo, s'est rendue dans 2 villages non loin de Mongo. C'est pour constater des visu les réalisations des projets agricoles financés par le FIDA dans ces 2 localités. El Hadj Mohamed Souleymane.
La directrice pays du Fonds international pour le développement agricole par intérim, Emime Dihokubmayo, a mis à profit son séjour dans la province de Guéra pour visiter les villages Kole et Dungulu. Elle est allée s'imprégner des réalisations de projets agricoles financés par les FIDA à travers les projets REPER et PARSAT au profit des communautés rurales. Emime Dihokubmayo a été accueillie par une foule en liesse. La mobilisation est de taille. La patronne par intérim de FIDA au Tchad est accompagnée du secrétaire général du département de Guéra, Abadjidi Bartimi. La population des villages collés est sortie massivement pour écouter le message de la délégation de FIDA. Je voudrais vous dire que c'est vous le FIDA. Sans vous, le FIDA ne peut pas exister. Et donc, je voulais vous remercier énormément et vous renouveler notre engagement en tant qu'organisation de continuer à travailler avec vous ensemble, en tant que FIDA, mais aussi avec notre famille élargie. Le coordonnateur des projets FIDA au Tchad situe l'objectif de la mission. Nous avons un paquet d'activités, les unes à côté des autres, et c'est ce qui caractérise l'approche holistique qui est recherchée, parce que de plus en plus, il y a des cadres de concertation multi-acteurs et qui permettent aux gens de pouvoir savoir qui fait quoi, il le fait où, avec quels moyens, avec quels partenaires, suivant quelle logique, suivant quelle approche. Les autorités locales réitèrent leur engagement à soutenir la vision des projets FIDA en matière de développement du monde rural. Donc nous accompagnons tous vos représentants qui sont ici et nuit et jour, nous allons travailler en synergie d'action. L'instant d'après, la directrice pays de FIDA au Tchad par intérim et sa suite sont allés échanger avec la population des villages d'Ungulu sur des sujets relatifs aux projets d'investissement financés par l'institution et bien d'autres partenaires au développement. Le FIDA est un partenaire de taille du gouvernement, œuvrant depuis 3 décennies au Tchad dans l'amélioration de la résilience du système agricole et des communautés rurales vulnérables. Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, à travers le projet Albia, organise au Centre international de formation et de perfectionnement un atelier de validation des outils de communication, d'information et de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore. Y ont été conviés les populations riveraines de Wadi Rimé et Wadi Hachim. C'est le directeur général des ressources forestières, fauniques et de la pêche, Suleiman Adam Adey, représentant le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable qui a présidé la cérémonie. Ali Kachwa. Cet atelier qui regroupe les communautés locales et autochtones riveraines de la réserve de la faune Wadi Rimé, Wadi Hachim vise à vulgariser les outils de communication leur permettant de participer aux efforts de conservation de la faune et de la flore de la réserve. La stratégie en question est une initiative du projet Albia dont le coordonnateur Tahir Brahim Adouma devait préciser que la collaboration des médias nationaux et les organisations de la société civile à l'initiative s'avère très importante. D'où l'objectif de présenter les différents outils de communication et de sensibilisation en vue de leur validation par l'assistance, souligne le directeur général des ressources forestières, fauniques et de la pêche, Dr Suleiman Adam Adey. La protection de la conservation de la faune entre en parfaite adéquation. Président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui accorde une place de choix à la protection de l'environnement. Dr Suleiman Adam Adey a tenu à exprimer ses gratitudes à la Banque mondiale pour son appui multiforme au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable à travers le projet de développement local et d'adaptation au changement climatique, projet Albia. L'Association pour le règlement des problèmes sociaux au Tchad a procédé à l'installation des membres de son bureau exécutif. C'était ce matin à la Maison de la Femme. Les précisions dans ce compte rendu.
C'est après le mot de bienvenue du comité d'organisation et cette prestation théâtrale mettant en exergue le vivre ensemble que le représentant du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration a procédé à l'installation des membres du bureau exécutif de l'Association pour le règlement de problèmes sociaux au Tchad. Composé de 9 membres, ce bureau est présidé par Belelum Théodore, Aman Isaac Azina, représentant le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, conseille les membres de l'association à se conformer à ses objectifs afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Créé en décembre 2022 et ayant obtenu son autorisation de fonctionner en août 2023, l'Association pour le règlement des problèmes sociaux au Tchad poursuit ses objectifs nobles, soutient son président Belelum Théodore. Notre objectif à cette association est fixé comme suit: unir les Tchadiens dans leur diversité culturelle, religieuse et sociale. Plusieurs problèmes sociaux mettent en mal le vivre ensemble. En se donnant cette mission, l'Association pour le règlement des problèmes sociaux au Tchad entend apporter sa contribution pour un Tchad sans conflit. Pour un Tchad sans conflit, justement, nous allons parler d'une application, du moins son usage détourné et les conséquences qui en découlent. TikTok, puisqu'il s'agit de ce réseau social, Amatei Abbas tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation par certaines personnes qui cherchent à attiser la haine. Son commentaire. Véritable phénomène de société, c'est à une vitesse exponentielle que le compte TikTok croît dans notre pays. Il a un côté ludique et éducatif, certes, mais ces réseaux sociaux ouvrent également une large porte aux dérives en tout genre, au point où il s'apparente à une tribune de règlement de comptes et de désagrégation de valeurs et facteurs qui cimentent l'unité nationale. Chaque jour, l'on assiste à des publications de messages de haine sans égard pour les personnes concernées. Des informations et des images portant atteinte à l'identité physique, psychologique et économique, culturelle ou sociale des personnes physiques, morales ou des communautés entières. Pourtant, l'anonymat que permet ces réseaux ne saurait favoriser l'impunité et les atteintes graves à la dignité de la personne humaine. Pour ces hommes et femmes, sans foi ni loi, TikTok est devenu non seulement un métier qui nourrit son homme, mais aussi une vache qui produit du lait sucré. Tout porte à croire que ces personnes seraient soutenues financièrement dans cette campagne de diabolisation par des individus tapis dans l'ombre en mal de notoriété pour s'attaquer à des personnalités du pays. Sinon, comment comprendre cette inconscience notoire? Sans aucune qualification ni de notion élémentaire sur l'éthique et la déontologie en journalisme, ils s'autoproclament entre guillemets, journalistes tiktokers. Dans leur aventure, ils s'en prennent, même parfois gratuitement et sans crainte, aux chefs de l'État, aux membres du gouvernement, aux religieux, aux hommes politiques et autres. Certains se permettent de filmer à l'insu de la personne sa vie privée pour inonder les réseaux sociaux afin de la salir. Même les simples discussions en groupe sont enregistrées et publiées, et ce, sans le moindre respect du droit à l'image de la vie privée. La femme tchadienne, éducation maternelle, fidèle et solidaire, comme chanteuse Feu Amat Pekos, elle aussi, voit son image ternie par une minorité minime de ses propres sœurs, en utilisant des propos isolants et virulents qui n'ont rien de commun avec sa culture. Les élèves, qualifiés de l'avenir de demain, sont aussi entrés dans la danse. À cela s'ajoutent ceux qui défient la justice en publiant des actes de torture sur leurs propres citoyens, ignorant que le Tchad est un état de droit. Normalement, toute atteinte aux droits des personnes devrait être circonscrite par des lois sur la protection des données à caractère personnel et être susceptible de sanctions administratives, civiles ou pénales. Ailleurs, les réseaux sociaux sont réglementés. Les auteurs des messages qui attissent la haine et la xénophobie sont recherchés et punis selon les degrés des actes posés. Alors au Tchad,
des structures comme l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique ne sont-elles pas qualifiées pour réglementer l'utilisation de TikTok? En attendant la réponse, nous pensons que même si, dans le fond, on n'arrive pas à réguler les réseaux sociaux en général, malgré les apports des experts et spécialistes en communication digitale, des professionnels de la sécurité numérique, des juristes et autres, on peut tout de même atténuer leurs conséquences à travers des mesures courageuses et fortes qui consistent à appliquer la loi sur ceux qui sont identifiés et identifiables pour créer un effet dissuasif, car le mal produit par TikTok semble atteindre son seuil de destruction de la cohésion sociale. Gestion des infrastructures publiques. Pour un bon nombre de nos concitoyens, l'entretien concerne uniquement les responsables en charge de ces édifices. Une mauvaise approche puisque les édifices publics étant une affaire de tous. Les établissements scolaires s'inscrivant dans cette logique ne doivent donc pas être vandalisés. Un tour dans ces établissements à quelques jours de la rentrée nous montre un tableau de désolation. Kadnouba Théophile. Les infrastructures scolaires constituent un facteur de poids dans la mise en confiance des élèves. Elles favorisent les résultats scolaires, la motivation de l'enseignant et garantissent la sécurité des apprenants et des enseignants. Raison pour laquelle l'État investit des sommes colossales pour construire des salles de classe, des bureaux pour les administrateurs, des salles des professeurs qu'il dote de mobilier, notamment des tables bancs, des tableaux et des bureaux. Ces investissements à coût de millions, voire des milliards de nos francs, s'il faut compter les écoles, collèges et lycées publics construits et clôturés ça et là dans nos villages, nos villes, pour promouvoir l'éducation et la formation de la jeunesse. Malheureusement, le bien fondé de ces efforts de l'État n'est pas compris par certains compatriotes qui s'illustrent par leur incivisme caractérisé. Ces actes de vandalisme constituent également un frein à la bonne marche de l'école tchadienne dont les autorités en charge de l'éducation nationale entendent lui donner ses lettres de noblesse à travers les différentes réformes. Nous avons 3 bâtiments dans cet établissement. Et la seule stratégie qu'on peut adopter, c'est de réfectionner un bâtiment et puis on va essayer de mettre les enfants sur les 2 bâtiments. Après, si on arrive à finir l'autre, maintenant ils vont encore se déplacer. Outre les actes de vandalisme, l'on peut évoquer le problème de gestion de ces infrastructures scolaires et le sérieux des entreprises qui ont la charge de les construire. Surtout, lorsque nous regardons ce bâtiment, c'est le manque de sérieux avec lequel le bâtiment est construit qui nous vient aussitôt à l'esprit. Car dans cette situation, aucun parent ne pourrait accepter de sacrifier la vie de son enfant. On veut à ce que même le mur soit encore clôturé à nouveau. L'État ne peut pas faire le tout en une seule fois, mais il y a aussi le partenaire, il y a aussi les personnalités de bonne moralité qui sont là, qui peuvent venir en assistant. Il est important que l'inspection et la direction de l'école se fixent le principe de la gestion, de l'entretien et de la protection de ces infrastructures, mais aussi que les autorités en charge de l'éducation nationale prennent des dispositions pour suivre les travaux de construction de ces infrastructures afin que l'argent des contribuables et les efforts du gouvernement ne s'évaporent dans la nature à travers un travail bâclé. Chaque rentrée scolaire vient avec un lot de défis à relever. Si les problèmes un peu partout sont les mêmes chaque année ou année après année, il faut aussi dire qu'il y a des spécificités propres à chaque partie du pays. Et c'est ce que nous allons savoir à travers, c'est ce que nous fait savoir, j'allais dire, à travers un dossier, notre reporter Adam Nasser Ouigué zoom sur le cas de la province de l'Énédieste. L'école tchadienne a été créée à Mao, actuel chef-lieu de la province du Kanem, en 1911 avec seulement 11 élèves et dans l'Énédi Est,
Elle a été créée en 1982 à Bahaï, actuel chef-lieu du département de Wadi Hawar. La province de l'Enendi-Est regorge aujourd'hui plus de 30 écoles. Depuis sa création, l'école a considérablement contribué à éduquer, instruire et de former les jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Elle a contribué également à la cohésion sociale en transmettant une culture et une langue commune, permettant à chacun d'obtenir une qualification qui lui assurera une place dans la société au travers du monde du travail. Mais elle est confrontée à d'énormes difficultés qui sont entre autres un faible taux de scolarisation, un manque criard de manuels scolaires, des équipements inadéquats dans les classes, un manque de qualification des enseignants et un accès très limité aux études supérieures. Plusieurs changements sont donc à prévoir pour améliorer l'éducation au Tchad. Nous allons vous présenter d'autres aspects du sujet dans nos prochaines éditions. Le centre Cheikh Ali Hassan Abdoulaye El-Kanemi a célébré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed hier après-midi. La cérémonie a vu la présence du deuxième vice-président, par ailleurs secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, représentant le président du Conseil des conseillers nationaux des oulémas et plusieurs fidèles venus de divers horizons. Al-Hadi Yunus Moussa. Le centre Cheikh Ali Hassan Abdoulaye El-Kanemi, à l'instar d'autres établissements d'enseignement coranique, a célébré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Au cours de cette célébration, plusieurs intervenants appellent les musulmans à l'unité et au respect. Le deuxième vice-président et le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane, a exprimé sa gratitude aux initiateurs de cette cérémonie. Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane exhorte les fidèles à suivre les chemins du messager de Dieu, le respect d'autrui et l'amour du prochain. Pour lui, c'est dans ce sens que l'islam est fondé. Il a aussi lancé un appel aux autres musulmans à la célébration de la naissance du prophète Mohammed dans leur cadre d'organisation religieuse. Dr Mohamed Abdou Samad, qui a fait la biographie du prophète, a aussi soulevé l'importance de la commémoration des Mawlud. Selon lui, cet événement offre l'opportunité à la communion fraternelle et la cordialité entre les fidèles musulmans. Les fidèles musulmans qui ont pris part à cette cérémonie ont prié pour la paix et la stabilité au Tchad. À Massakori, des louanges et prières ont ponctué la célébration. Ahmad Fadjak. À l'exemple des autres fidèles musulmans, les fidèles de Massakori et Massaguet ont célébré avec faste l'anniversaire de la naissance du prophète, Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Et ils se sont respectivement retrouvés dans la grande mosquée de Massakori et la mosquée Al-Hifaya de Massaguet. Le président du comité d'organisation de Massakori, Hassan Sanoussi, a souhaité la bienvenue à tous les fidèles musulmans qui ont effectué le déplacement. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section de Massakori, Cheikh Mustafa Ali Ahmad, a salué la forte mobilisation des croyants venus pour la circonstance avant de les entretenir sur la vie et le comportement du prophète, Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Représentant le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, le directeur du cabinet Adoum Ahmad Issa a rappelé aux fidèles le rôle joué par le prophète, Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, son comportement et sa manière de vivre avec les voisins et les autres. Ainsi, il a exhorté les croyants d'emboîter le pas du prophète Mohammed. À Massaguet, l'imam de la mosquée d'Aboubakar Djouma de Massaguet, Cheikh Ali Sisi Aboubakar Djouma, a quant à lui appelé le fidèle musulman de multiplier davantage l'amour vis-à-vis du messager de Dieu. Dans le même sillage, Cheikh Ahmad Issa a indiqué que la prophétie de Mohammed est un bonheur incalculable pour la communauté musulmane. La Confédération africaine de football a présenté hier les pays qui vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027. Pour la CAN 2025, c'est le Maroc qui est chargé de l'organisation. Une première en ce qui concerne la CAN 2027. 3 pays vont co-organiser la compétition. Innocent Kilayo.
hier. C'est bien le Maroc qui accueillera la CAN 2025. Grand favori depuis des mois, le Maroc s'est imposé par son dossier complet. Le favori logique l'a emporté devant les autres pays comme le Nigeria, le Sénégal et l'Algérie qui a retiré sa candidature à la dernière minute. Le royaume chérifien a remporté grâce à ses structures et à son lobbying. En matière d'infrastructures sportives qui constituent le pilier du dossier, le Maroc dispose de toutes les infrastructures nécessaires et notamment des stades homologués par la CAF. Il s'agit des stades de Casablanca, de Marrakech, d'Agadir, de Fès, de Rabat et de Tanger. Dans le domaine de l'organisation des grandes compétitions, le royaume chérifien a accueilli plusieurs événements sportifs, notamment la CAN des moins de 23 ans, les Jeux africains et bien d'autres. En matière d'infrastructures hôtelières, le pays est classé parmi les meilleurs qui disposent des hôtels de grande classe. Sur le plan transport, le Maroc possède un réseau de transport urbain les plus modernisés du continent. Si la candidature du Maroc a eu raison des autres candidatures, c'est bel et bien grâce à son lobbying. N'oublions pas que le Maroc est représenté dans le bureau exécutif de la Confédération africaine de football. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléchat.